Bienvenue dans cette table ronde. Penser la domination en réseau, en France et l'intersectionnalité. Aujourd'hui, pour cette table ronde, nous allons échanger sur plusieurs questions. On va commencer par un temps d'échange. Je pense qu'il y aura un temps de questions-réponses avec le public. Nous sommes avec Lydie, valideuse, avec Sonia Pondner, avec voilà, pour gagner du temps en même temps, on peut faire des célébrations silencieuses en même temps. Flo pour coéducation. Loé pour le collectif intersexe activiste. Laura pour le collectif enfantiste. Et moi en tant que membre de l'OBE. Donc pour commencer, tout simplement, j'aimerais vous demander de présenter votre collectif et quels sont vos liens dans vos luttes avec la question de la domination adulte. Donc les deux valideuses, l'asso a été créé en 2019. Suite à la première manif, nous toutes on s'est rendu compte que les femmes et les minorités de genre handi n'étaient pas du tout représentées dans les luttes féministes. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de choses. On fait notamment du plaidoyer. Là on est pas mal mobilisés sur les débats sur la fin de vie par exemple. On interpelle les politiques. On fait beaucoup de formations. On essaye aussi de promouvoir la culture crip. On a notamment organisé une soirée crip and cred en septembre dernier. On fait quelques actions coup de poing aussi. Comme voilà, on fait plein de choses. Voilà. Et les liens. Alors, je reprends l'utilisateur. Les liens entre donc le validisme, tout le monde est au clair avec le non-validisme. Mais rapidement, pour rappel, c'est le système qui a fait de la norme la personne valide et donc en découle une discrimination des personnes handicapées qui ne correspondent pas en fait à la norme valide du fait de leur spécificité physique, psychique, sensorielle, etc. Et je dirais en termes de lien entre ces deux oppressions, c'est que les personnes handiques comme les enfants peuvent être considérés comme des sujets Torah et leur voix est rarement entendue aussi. Je prends la suite du coup. Sonia, donc pour le Front de Mer, bien que voilà, j'en sais que ce soit mal la porte-parole, mais donc le Front de Mer en fait c'est un syndicat de parents fondé en 2016. Et c'est un syndicat des parents des quartiers populaires dont en fait la mission et le cœur en fait justement est la question des illuminations adultes mais à l'égard de manière un peu plus précise et focalisée sur les enfants des quartiers populaires. Et donc c'est un collectif organisé avec des parents un peu partout désormais en France. Il y a des collectifs sur l'Île-de-France, à Rennes, à Strasbourg. Il y a le collectif aussi Front de Mer Belgique. Et l'objet en fait de ce syndicat c'est à la fois un plaidoyer sur tenter d'à la fois visibiliser, de dénoncer et d'agir contre les discriminations spécifiques que peuvent vivre et on va en parler pendant toute la table ronde. Les discriminations spécifiques qui sont en réalité des articulations, des cumuls et des majorations de cumulation et de déni de droits des enfants des quartiers populaires. Notamment autour des questions environnementales, parce que quand on voit les grands ensembles et la construction de l'espace urbain, on voit bien que la place n'est pas faite aux enfants. La question des discriminations dans les services publics, que ça soit l'école, l'hôpital, etc., et la place qui est faite aux enfants et la façon dont sont pensées les choses à l'échelle individuelle, on en parlera aussi à l'échelle collective en fait, dans les moyens notamment de politique publique qui sont extrêmement questionnantes sur la valeur qu'on donne aux enfants des quartiers populaires, des questions de genre, évidemment, les questions des violences, les questions validistes, parce que voilà, on est avec Lydie juste avant, il faut savoir que par exemple le handicap, les situations de handicap sont surreprésentées dans les quartiers populaires et que les enfants des quartiers populaires, plus que d'autres, sont exposés à la fois à la surpécule, mais ensuite au traitement qui n'est pas à hauteur des besoins. Donc voilà, le Front de Mer tente depuis maintenant bientôt 10 ans
Là où on est, en fait, les mères, ça a été Fatima Wassak qui a donc cofondé ce collectif, de dire voilà, les mères sont à une place extrêmement importante, les mères et les pères évidemment, mais à une place extrêmement importante pour être en défense des droits de leurs enfants face à l'institution. Donc on parle beaucoup des violences dans les espaces publics. Parce qu'en fait, voilà, on n'a pas à atténuer la violence qui est faite à nos enfants, mais bien à la dénoncer à la plus basse. Et donc, c'est vraiment cette idée du Front de mer. Donc, évidemment, que la question adultiste, elle est complètement au centre et elle est au cœur de nos luttes et de nos combats. Et donc, tout ça se décline concrètement par un plaidoyer, donc voilà, des prises de position, des cours de parole, des événements qui sont organisés, mais aussi des activités avec et pour les enfants, voilà, pour encore une fois déployer leurs droits le plus possible et leur liberté. Alors moi je représente l'association Coéducation, qui est une association qui existe depuis 5 ans maintenant. Et en fait, on regroupe des personnes qui s'identifient comme queer et qui ont des activités d'éducation, en général pour la plupart dans leur travail. Donc ça peut être des profs, on est beaucoup à travailler dans l'éducation nationale, et ça peut aussi être des personnes qui ont d'autres activités, par exemple des artistes, des designers qui travaillent avec le jeu public, ou aussi d'autres métiers de l'éducation nationale, par exemple CPE, assistante d'éducation, des personnes qui sont dans des associations d'éducation populaire, etc. Et pourquoi il y a eu la volonté de créer cette association à l'origine, c'est parce que moi j'étais pas là à la création, mais les personnes qui l'ont créée se sont rendues compte qu'il y avait un besoin de se regrouper en tant que personnes queer éducatrices, parce que c'est un milieu dans lequel on est très souvent en fait invisibilisé et marginalisé. Et de par cette position marginale en fait qu'on a dans le milieu de l'éducation, on a une perspective particulière qui fait que on est peut-être encore plus à même de voir que l'éducation, c'est un milieu dans lequel énormément de rapports de domination, d'oppression, de normes oppressives se reproduisent au quotidien. Et du coup, il y avait envie de faire quelque chose pour comprendre ces mécanismes en profondeur et arriver à les déjouer et faire en sorte que l'éducation soit vraiment envie, que ça remplisse son véritable objectif en fait, c'est-à-dire l'objectif d'émancipation. Et donc dans nos actions, ce qu'on fait, c'est que déjà un de nos objectifs, c'est de faire du bien entre nous, justement lutter contre cette invisibilisation, cette marginalisation, en ayant des activités où on se rencontre, des groupes de parole, où on peut se soutenir entre nous. Donc il y a un volet d'autosupport qui est important, mais il y a aussi tout un volet d'auto-formation et de formation à destination de toutes les éducatrices, qu'elles fassent partie ou non de l'association. Notamment, on propose des journées depuis plusieurs années qui s'appellent Corps et Espace. Il y en a eu une sur le genre, une sur la lutte contre la grossophobie, une sur l'antiracisme, une sur l'antivalidisme cette année. Et justement, la prochaine, on aimerait bien la faire sur l'anti-adultisme. Donc on est d'autant plus heureuse d'être invité aujourd'hui à cet événement. Parce que justement, l'adultisme et la lutte contre l'adultisme, ça me tient forcément beaucoup à cœur. Parce que je pense que une des choses qui nous réunit, c'est que on a à cœur le fait que l'éducation, ça cesse d'être un lieu en fait où l'adultisme se reproduit au quotidien. Et aujourd'hui, c'est complètement le cas dans nos métiers, dans nos activités d'éducation. On voit très bien en fait comment les jeunes personnes sont traitées par les autres adultes et pourquoi ces comportements sont violents et toutes les violences éducatives ordinaires qui s'y exercent. Et du coup, on a à cœur de lutter contre ça et de le penser de manière intersectionnelle aussi, en lien avec les autres rapports de domination et d'oppression. Donc voilà, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Loé, je représente le collectif Intersex Activiste. Donc le collectif Intersex Activiste, on est la seule association par et pour les personnes intersexes en France et on défend essentiellement les enfants intersexes. Donc les enfants intersexes, peut-être pour rappeler un peu ce que c'est que l'intersexuation, parce que ça reste malheureusement quelque chose qui reste très effacé de notre société, c'est plus ce qui existe dans toute notre société. C'est les enfants qui ont des caractères sexuels atypiques, donc que ce soit de moteur externe, des caractères secondaires, etc. Et en fait, dans notre société depuis les années 50, ces enfants ils sont systématiquement mutilés dans les hôpitaux, ils sont mis sous hormones, etc. pour que leur corps ressemble à vivant
de personnes qui ne sont pas intersexes, qu'on appelle asiatiques. Et ça, c'est dû à une norme très forte selon lesquelles il faut que les enfants ressemblent à des gens normaux pour avoir une vie normale, c'est-à-dire hétérosexuels, cisgenres, valides, etc. Et je voudrais aussi prendre l'occasion, par intersectionnalité aussi, de dire que ces opérations-là, elles ont souvent des conséquences très lourdes pour les personnes, et du coup, il y a un taux de handicap qui est aussi très élevé dans la population intersexe. On est à plus de 50% des personnes intersexes qui sont aussi en principe dû être à ces actes-là. Et aussi le fait que, en fait, comme on est dans une situation où c'est vraiment le pouvoir médical qui pèse sur les familles et sur les enfants, ben en fait toutes les dominations, type sexisme, racisme, classisme, etc., ben ça tombe aussi encore plus fortement sur les familles qui sont en bas de l'échelle. Et donc on observe aussi par exemple que les familles racisées sont particulièrement victimes du pouvoir médical et que les enfants sont encore plus victimes de violences encore plus lourdes quand ils appartiennent à ces populations-là. Donc évidemment, le lien avec l'adultisme il est assez clair. On est très clairement dans un objectif de normalisation des enfants sans tenir compte du tout de leur identité, de leur envie, de leur rapport à leur corps, de leur droit à l'intégrité physique et sexuelle. C'est des actes qui commencent le plus souvent avant 2 ans et qui se poursuivent, et en particulier au moment de la puberté, qui sont renouvelés au moment de la puberté. Donc on est vraiment sur des parcours de vie qui sont très beaux et qui sont un exemple très fort de la domination adulte, du fait que le consentement de l'enfant n'est jamais recherché. Et nous, on va en parler, non, mais nous, on pense même que le terme consentement, il n'est pas OK. Il faudrait suivre la volonté en propre, la volonté en positif de la personne, et pas juste essayer de lui arracher un consentement dont on sait ce que ça fait dans les contextes de domination. Voilà, juste pour dire, du coup, le CIA travaille sur plein de plans. On travaille à la fois sur un plan communautaire, avec les familles, les enfants intersexes, et les adultes intersexes, évidemment aussi. On fait aussi beaucoup de sensibilisation, travail médiatique, réseaux sociaux, formation, etc. Et il faut aussi le travail institutionnel de plaidoyer pour faire bouger les choses aussi au niveau des institutions. Merci. Moi, c'est Loa, je suis membre du collectif enfantiste et je suis également militante Bluetooth. J'ai rejoint le collectif enfantiste il y a maintenant à peu près 2 ans, lors de du premier rassemblement. Le collectif enfantiste lutte contre la domination des adultes sur les enfants, donc l'adultisme. Et on va faire des actions de rue, mais aussi des formations, des supports pour sensibiliser sur la domination des adultes, mais aussi pour comprendre les systèmes de violence que les enfants subissent. Que ce soit des violences éducatives ordinaires, des violences sexuelles, des violences physiques, psychologiques, etc. Aujourd'hui, dans la société, on pense que les enfants sont des êtres en devenir et pas des êtres à part entière. Et je pense qu'il est important de comprendre que dès la naissance, les enfants sont des êtres à part entière avec un esprit. Et du coup, voilà, qu'aujourd'hui, on est là principalement pour faire ce lien-là et mettre en avant un petit peu de écouter, voir et entendre l'âge des enfants dans la intégralité, puisque les enfants, pas seulement certains enfants. Merci beaucoup pour cette présentation. Toutes et tous ici présents, vous avez abordé de façon frontale en direct la question des violences. Donc, je voulais vous demander quelles sont les violences contre lesquelles vous luttez spécifiquement au quotidien. On a souvent cette image que l'enfance serait un temps d'innocence et que la mission des adultes serait de protéger les enfants. Pourtant, on s'est constaté que ce n'est pas le cas et que la domination adulte est aussi mise en place pour que des personnes cis majeures puissent pratiquer ces violences en toute impunité. On est face à ce paradoxe d'enfance qui devrait être protégé, mais dont de jeunes personnes et d'enfants sont massivement exposés aux violences. Donc je vais vous demander dans vos luttes, à quelle violence spécifique êtes-vous confrontés au quotidien et comment est-ce que ça se manifeste. Malheureusement, on ne demande pas de jeunes personnes autour de cette table ronde, mais si vous pouvez aussi rapporter des choses que de jeunes personnes connaissaient dans nos associations, dans vos luttes. Et je précise, excusez-moi, que nous avons aussi une équipe santé mentale, une équipe bien-être pour l'ensemble de la journée. Donc si les sujets abordés sont trop difficiles, n'hésitez pas
n'hésitez pas à prendre l'air et puis aller diriger vers Caroline. Caroline qui est une des bénévoles enfantistes et qui a Kessia autour du cou. Si vous avez besoin d'échanger avec elle, n'hésitez pas, ou parlez-en avec des bénévoles. Mais si ces sujets sont trop durs, ne restez pas seul. Le front de mer, en fait, s'inscrit dans une vision politique de l'antiracisme, une vision qui est pas qui est pas morale, qui est pas individuelle, ou bien une vision collective et politique. Et c'est vrai que du coup, quand on parle de la violence spécifique que vivent les enfants vivant dans les quartiers populaires, assignés à des identités, noirs, arabes, etc. Aujourd'hui en France, et d'autant plus que encore des contextes d'un montée des idées d'extrême droite et de la fascisation. En fait, c'est à la fois effectivement des violences spécifiques en ça qu'elle cible en fait dans les discours ces enfants, mais c'est surtout qu'effectivement c'est une sorte d'articulation. Et la spécificité, du coup, c'est de dire que ces enfants-là, en plus de subir la domination adulte, et qui est donc, je rebondis sur cette idée de la notion de consentement, elle est impérieuse et nécessaire et peut-être pas suffisante parce qu'effectivement derrière il y a peut-être cette question et ça rejoint cette idée aussi de citoyenneté aujourd'hui. Moi j'ai toujours entendu les enfants c'est les citoyens de demain, en fait c'est les citoyens d'aujourd'hui et c'est vraiment cette question de l'autodétermination. Et donc nous notre propos et notre analyse c'est de dire comment est-ce que une société qui est structurée, traversée par à la fois une idéologie et des rapports sociaux qui sont complètement contraints de sexisme, de racisme, de validisme, de mépris de classe, etc. Comment ces éléments-là en fait viennent positionner les enfants qui vivent dans les quartiers populaires qui sont à l'intersection de tout ça. C'est des violences qui vont les empêcher d'être des enfants et d'être eux-mêmes. Non seulement d'être des enfants parce que tout enfant les empêcher d'être eux-mêmes parce que tout enfant est empêché d'être lui-même un peu par cette nomination adulte, mais en plus d'être des enfants et d'avoir le droit à ce qui est évoqué tout à l'heure, de l'insouciance, une espèce de liberté, etc. Et donc ces violences les empêchent. En fait, c'est des choses qui sont entravantes, c'est des entraves à leur libre arbitre, à leur autodétermination. Et donc c'est vraiment le terme de l'autodétermination et terme aussi qu'on retrouve aussi pour les personnes qui se retrouvent en situation de handicap. C'est que on est dans une société qui structure les rapports de sorte à ce que les personnes soient plus ou moins libres en fonction des caractéristiques auxquelles on les assigne, de pouvoir déterminer leurs propres choix, leur propre trajectoire, etc. Et concrètement, pour être un peu concrète, les violences spécifiques, en fait, elles vont venir ensuite dans le quotidien. En fait, c'est une sorte de continuum là aussi, qui va à l'échelle très collective, par exemple, une espèce d'abandon de l'État. Et on le sait très bien, les politiques publiques, les questions des finances et de l'orientation des finances à l'échelle de l'État en fonction des territoires, il y a des grandes inégalités. Donc ça, par exemple, c'est des discriminations qui sont plutôt invisibles, c'est-à-dire c'est pas sur des individus, mais bien sur des territoires, des groupes, etc. Et donc ça va être la banalisation qu'abandon de certains services publics dans certains quartiers, etc. Donc ça c'est-à-dire que les enfants vont avoir moins de moyens que d'autres pour leur éducation, leur soins, leur santé, etc. Ça c'est des choses qui sont vraiment très systémiques. Et puis à côté de ça, il va y avoir aussi au quotidien, dans les rapports sociaux, dans l'intersubjectivité. Et alors même si effectivement c'est des êtres c'est des êtres aujourd'hui, mais aussi en devenir, en construction, notamment sur leurs droits, et qu'effectivement, tous ces rapports sociaux, empreints encore une fois de racisme, de mépris de classe, etc. Eh bien, ça va venir s'infiltrer dans les rapports un peu banals du quotidien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, il y avait eu un article, je crois, c'était Presse peut-être ou autre, j'allais dire peu importe, mais sur par exemple la manière dont quand des classes d'enfants des quartiers populaires visitent les musées de centre-ville, la qualité de l'accueil qui leur est faite. Ça, moi, je l'ai par exemple éprouvé en tant que parent d'élèves délégués, accompagnatrice de sortie scolaire. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai observé. Un différentiel net et précis en fonction de comment était perçue la classe qui arrivait,
à la fois sur le langage, sur le registre langagier, sur les consignes qu'on leur donne. Donc c'est des choses qui sont extrêmement subtiles, insidieuses au quotidien. Et en fait, c'est l'effet de répétition. Les enfants grandissent dans des environnements comme ça. Cette violence, c'est un environnement qui leur fait comprendre, tiens-toi sage, sois tranquille, et qu'a priori, on s'attend plus à des choses du côté de l'aspect disciplinaire. Donc ça, c'est un peu le quotidien qu'on peut observer. Et évidemment que les violences spécifiques, c'est des choses sur ce qu'ils sont. C'est pas sur ce qu'ils font, ces enfants, mais c'est sur ce qu'ils sont. Sur leurs caractéristiques physiques, comportementales, etc. Des choses où cette violence, c'est une espèce de tolérance vraiment beaucoup plus basse à l'égard de ces enfants-là. Dès qu'ils font du bruit, en fait, ils sont rappelés à dormir plus vite que d'autres, etc., etc. Donc, et évidemment qu'après, on pourra en parler peut-être après. Je vais faire pour des violences aussi beaucoup plus frontales et beaucoup plus brutales. Je pense aux enfants quand il y a eu effectivement en post-attentat une focale mise sur la laïcité, par exemple à l'école, sur les questions en relation à cette obsession autour de l'islam. Enfin, il y a quand même eu, et ça c'est quelque chose qu'on a entendu partout, un enfant de 8 ans né au Colisapéa pour défaut de laïcité finalement, parce que c'est de ça dont il s'agit. Enfin, on voit bien qu'à un moment donné, c'est des choses où en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas traités comme des enfants. Déjà, il est important de rappeler que les violences faites aux enfants handis, en fait, s'inscrivent dans le contexte validiste et où beaucoup d'enfants sont institutionnalisés. Dans le monde, il y a 5 à 6 millions d'enfants qui vivent en institution, c'est-à-dire éloignés de leur famille, qui n'ont pas accès à l'école ordinaire, qui ne peuvent pas sociabiliser avec d'autres enfants de leur âge, qui vivent par exemple dans leur quartier, qui ne peuvent pas participer aux activités proposées par la commune, ce genre de choses. Donc il y a déjà donc ce contexte-là. En fait, il n'y a pas de statistiques, mais on sait très bien que dans les institutions, il y a des violences qui sont commises, notamment auprès des enfants présentant des déficiences intellectuelles ou cognitives. Par exemple, ça c'est des stats qui viennent peut-être des Nations Unies, mais les enfants et adolescents handicapés seraient 3 à 4 fois plus susceptibles de subir des violences physiques et sexuelles ou de négligence. Et donc nous, avec les valideuses, on a toute une campagne sur la désinstitutionnalisation. On milite donc pour la vie autonome des adultes et des enfants et des adolescents. On milite également pour l'école inclusive, on en parle peut-être après, plus tard dans les échanges. Et il y a aussi, donc il y a d'une part donc ce contexte d'institutionnalisation des enfants. Il y a également aussi pour les enfants qui sont handicapés de naissance ou au cours de leur enfance, des violences médicales, en fait, des traumatismes médicaux avec notamment des opérations. Et là, on partage des combats avec les personnes intersexes, notamment des opérations non pas vraiment justifiées, mais pour que le corps des personnes handies rentre plus dans la norme valide. Il y a ça aussi. Et il y a aussi quand on est enfant, dans le cadre d'hospitalisation, de soins, le consentement n'est pas du tout pris en compte. Il y a des touchés non consentis, des actes non consentis. J'en parlais avec une camarade et des baladeuses qui me disait moi je suis sûre j'ai encore plein de photos de moi à poil qui circulent qui sont dans les dossiers de la PHP. On est vraiment, les enfants handicapés sont considérés comme des objets de soins et pas du tout comme des individus à qui on va expliquer les choses avant d'accomplir un acte médical. Et tous ces traumas médicaux, ces violences médicales constituent les vraies portes ouvertes en fait aux violences sexuelles. Comment en fait apprendre à consentir quand depuis notre plus jeune âge en fait notre corps il est touché sans consentement. Donc voilà, j'ai dû oublier des choses. Merci. Je pense que je prends la suite parce que pour le coup, il y a vraiment énormément de
deux choses très très proches. Enfin, on se connaissait avec les deux aussi. On sait qu'il y a des combats très forts. Encore une fois, le pouvoir médical dans nos sociétés, en particulier en France, il est quand même relativement intouchable. C'est très très difficile de faire entendre la question des droits dans l'espace hospitalier et en particulier pour les enfants. Tout ce que tu décrivais sur voilà, quand en fait on subit des choses sans notre consentement, sans même seulement nous explique ce qui se passait, pourquoi. Et ça ouvre la porte ensuite à la difficulté d'un savoir qu'on a le droit de dire non quand on y touche. Par ailleurs, pour les personnes intersexes, comme pour les personnes en vie, les violences sexuelles, elles ont lieu continuellement dans les hôpitaux, dans les salles examen. J'ai parlé des mutilations. Donc pour je vais dire un peu les choses. On essaye de pas être dans l'euphémisme. Alors je suis désolée si ça choque, mais on est sur voilà des excisions, donc des réductions de risque sur le vaginoplastie qui sont faites sur des enfants, sur de petits enfants avec des dilatations vaginales pour que le vagin reste ouvert. On est sur des enfants qui sont maternels, non primaires, qui suivent des seconds actes. Et donc là on est sur le viol, on est sur des violences sexuelles qui sont très très graves pour aucune raison. Je veux dire, un enfant de 3 ans n'en a 2 ans dans le vagin, à ma connaissance. Et on a vraiment cette idée qu'on rend disponible le corps de l'enfant. En fait, que ces enfants-là, ils sont déjà très sexualisés, très jeunes. Et ça, c'est peut-être une nuance par rapport au discours qu'il peut y avoir sur l'enfance, comme dans l'espace, il y a d'innocence, etc. C'est vrai que les enfants intersexes, ils sont dès que la variation à sexe est détectée, sont aussi très sexualisés, ils les rendent disponibles sexuellement. Je voulais aussi revenir sur le fait que en fait les examens réguliers, au-delà des actes de chirurgien eux-mêmes, en fait le fait d'être constamment touché, palpé, etc. Ça participe aussi au trauma. Et une autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, et sur les photos aussi, pareil, forcément les personnes intersexes aussi ont leurs photos nues qui circulent dans les amphis, quoi. Et je voulais aussi parler de la violence symbolique dans le fait de ne pas exister socialement, et qu'en fait la réalité des corps intersexes et des personnes intersexes, c'est quelque chose qui a été systématiquement effacé depuis les années 1950, et c'est quelque chose que vraiment les médecins et plus généralement tous les éditeurs de normes qu'on décidé cherchent à éradiquer de la même façon qu'ils cherchent à éradiquer les personnes handies. Les personnes intersexes ne doivent pas exister. Et donc on a très peu de représentation. Et quand il y a l'augmentation, c'est toujours sous l'angle du sensationnalisme, de la surprise, de l'exception, de l'anomalie. Et du coup, l'idée de quand même peut-être boucler avec l'éducation aussi. La représentation de l'intersexuation dans les manuels scolaires, par exemple de l'ISVT, quand les jeunes personnes apprennent c'est quoi le développement normal du corps, et que du coup ils apprennent qu'une fille c'est comme ça, un garçon c'est comme ça. C'est aussi des espaces de renforcement des normes très fortes, l'implication nationale. Et donc c'est aussi des violences symboliques pour les personnes concernées de savoir qu'elles ne sont pas dans les clous. Et il y a dans Jabou le fait on encourage les enfants à ne jamais parler de nos opérations et ne pas dire à leurs camarades de classe qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils sont allés à l'hôpital, de mentir sur pourquoi ils sont allés à l'hôpital, parce que ce serait embarrassant, parce que ce serait inassumable, parce que le corps est inassumable, et comme le corps est inassumable, il est indicible. Et on se retrouve dans des situations ubuesques. Nous, par exemple, comme collectif, on a des personnes qui étaient au lycée ensemble et qui se sont rendues compte là, passé la trentaine, qu'en fait elles étaient intersexes. En fait, elles l'ont jamais su quand elles étaient ensemble en classe, et elles se sont retrouvées au collectif, quoi. Ce qui est quand même c'est un dit long, quand même, d'invisibilisation, ces questions-là. Voilà, je voulais aussi appuyer sur cette question vraiment symbolique du fait qu'on puisse exister. Et puis évidemment, quand tu passes ton enfance à passer à l'hôpital et de pas pouvoir dire à tes camarades où tu vas et pourquoi, s'expliquer de l'innocence, de la liberté, et d'avoir du temps et d'être en bonne santé, de pouvoir faire des choses avec tes camarades, c'est tout de suite très compliqué.
Oui, ça me va de prendre la suite parce qu'il y a aussi des ponts, évidemment. Moi, du coup, pour Queer Éducation, je vais parler plutôt des violences qui sont vécues par les jeunes personnes queer, sachant que nous, on est une association d'éducatrices queer, mais du coup, on a particulièrement à cœur aussi la situation et la place des jeunes personnes queer dans les espaces éducatifs. Et donc, les personnes intersexes font partie des personnes queer, enfin, on peut considérer qu'elles en font partie, sachant que le spectre de toutes les identités queer, il est vaste, mais ça va être toutes les personnes qui vont pas se retrouver dans les normes de genre, de sexualité, de relations qui sont dominantes dans la société. Et pour rebondir sur ce que tu disais, les jeunes intersexes vont être particulièrement invisibilisés, même en comparaison avec toutes les autres identités queer. Mais de manière générale, la violence contre les jeunes personnes queer, elle passe déjà d'abord par l'invisibilisation. Et dans le milieu de l'éducation, c'est particulièrement clair, par exemple, dans les contenus, en fait, éducatifs et ce dont on parle à l'école. Les personnes queer, elles ne peuvent jamais trouver de quoi se retrouver ou vraiment de manière très marginale. C'est Gabrielle Richard, qui est une sociologue qui a travaillé là-dessus particulièrement, qui a montré qu'il y avait 95% des jeunes LGBTQIA+, qui ne se reconnaissaient pas dans les contenus qui étaient enseignés, proposés dans leur cursus. Donc c'est assez catastrophique comme l'état des lieux. Et ça montre que l'école, les adultes et la société en général, en fait, promeut l'hétérosexualité comme une nécessité et comme quelque chose de souhaitable et de naturel. Donc ça veut dire en tant que jeune personne, quand on grandit dans ce type de contexte, ça ne peut que être source de violence, en fait, dans le sens où on ne se sent pas correspondre à la norme et on est ramené à ça. Donc déjà, cette invisibilisation en elle-même, elle est très violente. Et après, il y a la question de quand on est une jeune personne queer et qu'on fait son coming out en tant que personne queer, qu'on en parle à son entourage, qu'on s'agisse comme tel, les types de violences auxquelles on va être exposé. Et vu qu'on est là pour parler d'adultisme, je pense que c'est intéressant d'axer sur les violences notamment commises par les adultes, parce que très souvent, par exemple dans l'éducation nationale, quand on parle de LGBTQIA-phobie, on parle beaucoup des violences entre pairs et entre jeunes personnes, et elles sont réelles. Mais ces violences, en fait, si elles existent et si elles sont si importantes, c'est aussi parce qu'elles sont justifiées, cautionnées, finalement jugées pas si importantes par les adultes, soit qu'elles sont commises en fait en grande partie par les adultes elles. Et par rapport à ça, il y a toute la question de la non prise au sérieux en fait des jeunes personnes queer. Quand une jeune personne va dire qu'elle s'identifie comme queer, en général la réaction, ça peut être une réaction de rejet et de violence claire et nette, par exemple rejet des familles, rejet des proches qui peuvent plus voir la personne. Et ça peut être ça, et évidemment c'est extrêmement violent, mais il y a aussi toutes les réactions du type oh bon tu sais pas trop, ça peut changer ces choses-là, t'es jeune encore, comment tu peux savoir que t'es trans, comment tu peux savoir que t'es homosexuel, gay, lesbienne, pan-bi, tu sais même pas ce que c'est, t'as encore rien vécu. Alors que et ça pareil, je vais parler de Gabrielle Richard, les nouvelles femmes, et qui a du coup publié le livre Protéger nos enfants, dans lequel elle parle très précisément de ça. Du fait qu'il y a un deux poids deux mesures, parce qu'en fait quand une jeune personne est cis, c'est-à-dire que la personne s'identifie à son sexe assigné à la naissance ou est hétérosexuelle, jamais les adultes vont trouver ça bizarre et vont dire attends mais t'as pas réfléchi, est-ce que peut-être tu serais pas trans ou mais tu sais en fait t'as rien vécu à ton âge, comment tu peux dire des choses pareilles? Non, au contraire c'est il y a des enfants à la maternelle, dès que des gens qu'on identifie comme étant un garçon et une fille commencent à se parler et à juste être côte à côte sans montrer de signes d'hostilité entre elles et avoir des échanges, ça y est, ils sont amoureux quoi. Donc en fait, on promeut l'hétérosexualité pour les enfants. Et ça, c'est une nouvelle fois hypocrite parce que les jeunes personnes queer, le fait qu'on les prenne pas au sérieux et qu'on rejette le fait qu'elles puissent s'identifier comme queer, c'est aussi parce que queer, c'est associé à la sexualité, et tandis que la sexualité, c'est pour les adultes. Et du coup, quand on est jeune, on peut pas s'identifier comme homosexuel, bisexuel, parce que ça c'est la sexualité. Mais par contre l'hétérosexualité, ça c'est pas la sexualité, on sait pas pourquoi. Et aussi c'est vu comme c'est vu comme politique, c'est vu comme idéologique d'être queer. Et du coup, pareil, les jeunes personnes, faudrait pas les exposer à ça, parce qu'on risquerait de les influencer avec l'idéologie LGBT. À la limite, pour les adultes, elles font leur propre choix, parce que quand on est adulte, voilà, on peut avoir des opinions politiques, on peut avoir le droit de vote, etc. Mais par contre, les jeunes, faut les tenir à l'écart de la politique, ce qui est également n'importe quoi, parce que les jeunes sont exposés à la politique et ont des opinions politiques. Donc il y a cette hypocrisie. Et puis il y a aussi la manière dont l'institution, et notamment l'éducation nationale, à ne rien réellement faire en fait, y compris contre les violences entre pairs qui se produisent. Et il y a un exemple très clair de ça, il y a eu
un rapport du coup qui a été, enfin une enquête qui a été faite par le Centre Beltine Eau-Claire, du coup qui lutte contre notamment les violences de genre et donc en Île-de-France. Et le Centre Beltine Eau-Claire a rendu ses résultats. C'était une enquête qui avait été commanditée par le ministère de l'Éducation nationale, donc par Pape Ndiaye en 2022. Et Elisabeth Borne, au vu de ces résultats, n'a pas souhaité leur publication, c'est-à-dire pour censurer en fait ce qui était dit. Et qu'est-ce qu'on a dans ce rapport? Donc c'est une enquête qui a été faite en Île-de-France sur 3800 jeunes personnes au collège ou au lycée. On voit que les violences sexistes et sexuelles, elles touchent 34% des enfants identifiés comme garçons et 45% des enfants identifiés comme filles, mais que c'est 76% des filles qui sont assignées queer ou qui s'identifient comme queer et 69% des garçons assignés queer ou vus comme tels qui subissent des violences sexistes et sexuelles. Donc on voit que en fait ces personnes sont exposées de manière vraiment, enfin qu'il y a un surcroît de violence contre ces personnes, mais l'éducation nationale ne veut pas qu'on en parle parce qu'évidemment ça risquerait de leur faire porter une responsabilité. Et dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est la situation spécifique des jeunes personnes trans qui au sein de la communauté queer vont vivre des violences spécifiques. Par exemple, à l'école, il y a du coup une circulaire qui est la circulaire Plan Vert depuis 2021 qui donne des directives pour l'accueil des élèves trans en milieu scolaire. Et dans ces directives, il y a écrit que l'accord des deux parents de l'enfant, quand il y en a deux, va être nécessaire pour que la personne puisse avoir le bon prénom écrit et le bon genre écrit surtout, ce qui est document administratif. Et du coup, ça veut dire que l'autorité parentale est posée comme un principe qui a plus de valeur que l'autodétermination de la jeune personne queer. Donc, si la jeune personne trans vit de la violence dans sa famille, et elle va en vivre aussi à l'école, parce que sinon, ça n'irait pas. Donc, l'école ne se conforme que à la volonté des parents, et ça, c'est très grave. Et là, au-delà du seul cadre de l'école, il y a le cadre politique et l'offensive de droite et d'extrême droite qu'on observe actuellement contre les personnes trans et qui, en France notamment, va pas mal passer par l'angle des mineurs et de dire les adultes trans, on peut pas trop encore les empêcher d'exister, mais par contre, sur les enfants, là, on peut essayer de faire quelque chose. Et donc, il y a eu cette proposition de loi qui a été faite par le RLR qui visait en fait à empêcher les transitions des mineurs très complètement en disant quand on est mineur on peut pas savoir si on est trans alors que pareil on n'empêche pas les personnes mineures d'être cis en fait alors que peut-être que ça leur va. Voilà, donc tout ça montre à quel point ces violences elles sont importantes et évidemment elles sont aussi intersectionnelles. C'est-à-dire que quand on est une personne queer et que on est aussi une personne racisée, une personne une personne intersexe, etc., ces violences elles vont être démultipliées et vécues de façon spécifique. Voilà. Je vais aussi parler de ce sujet-là, mais pour assez l'entredit. Mais je vais quand même rebondir sur certaines choses parce que je trouve aussi que aujourd'hui les politiques et les médias ils axent vraiment les transitions des jeunes personnes sur l'axe médical. Et on oublie complètement qu'il y a beaucoup de transitions avec les sociales et que même ça, en tête finalement, les enfants et les adultes pas acceptés. Et qui vraiment, une population quand elle est quasiment jamais vue à leurs 18 ans et peine quand elle autorise avec tant qu'il a envie de temps, ça passe d'être à 18 ans. Donc voilà, déjà vraiment désolidariser la communauté sociale. Et du coup, il y a bien que tu parlais de jeunes personnes et de rapporter leurs paroles. Du coup, je vais essayer de rapporter ma parole de jeunes personnes, de jeunes femmes lesbiennes aujourd'hui. Donc, être une enfant queer, ce n'est pas avoir d'amoureux. C'est l'entrée au collège, ne pas trouver sa place, ne pas comprendre les autres, ne pas se comprendre. C'est grandir dans une famille, une société hétéronormée. C'est découvrir un film où deux filles s'embrassent et comprendre que ça n'est pas indifférent. C'est l'entrée au lycée, les premiers fleurs avec des garçons. Puis les vacances au Baléares, une rencontre avec une jeune fille. Elle ne m'écrira pas une fois rentrée à Bâle. Reprendre avec les garçons, ne pas vraiment aimer, mais se dire que ça va venir. Puis, une agression sexuelle par mon petit ami, des relations problématiques qui s'enchaînent. 17 ans, je rencontre le père de ma fille. 9 ans victime de violences conjugales, la naissance de ma fille, la séparation. Survivre, avoir des relations avec beaucoup d'hommes pour être sûr de ne pas aimer. Puis, une première fille à 27 ans. Et je découvre enfin qui je suis. Elle en a 20 et on ne se reverra pas, mais je relationnerai plus jamais avec des garçons. Je suis lesbienne depuis toujours. Mais la société lui m'a permis de l'être qu'à 27 ans. Si tout cela n'était pas arrivé, si j'avais pu exister, tout cela ne serait peut-être pas arrivé. Et je vais rebondir sur un autre sujet, c'est un peu
différents. Je suis désolée, je cours un peu comme ça sur sujet-là parce que tu as vraiment absolument tout dit et je te remercie. Du coup, je vais parler des violences de genre. Donc, je suis militante MeToo, comme je le rappelle aussi également. Et quand on parle de violences de genre, on pense que souvent ça n'arrive qu'à l'adolescence. Et pourtant, ça commence dès l'enfance et parfois même avant. Aujourd'hui, dès qu'une personne est assignée fille, identifiée comme telle, on lui accuse tout un des couleurs, des jeux, une façon de se comporter. Et on va lui dire qu'elle est trop bruyante. En tout cas, si elle est trop bruyante, si elle est sportive, on va la recadrer, lui dire que c'est un garçon manqué, qu'elle y casse-cou, qu'elle devrait faire attention. Cette éducation genrée, ces injonctions à la féminité docile, elles ne sont pas anodines. Elles préparent le terrain pour violences sexistes que les filles vont vivre ensuite. Les agressions sexuelles, les violences de genre, les violences conjugales au sein des couples d'ados. Les premières expériences de domination, elles ne commencent pas à 18 ans. Et puis il y a l'agression du corps. Là aussi, je vais parler d'une jeune fille, de ma fille, 10 ans. Sa pancarte préférée en manif, c'est mon corps, mon choix, mes droits. Elle y voit une revendication. Elle y voit la revendication de choisir qui elle est, comment elle veut s'habiller, quelle coupe de cheveux elle veut porter. Et pourtant, les agresseuses, eux, voient une lecture bien différente. Elles y voient éventuellement le consentement d'une enfant. Alors pourquoi sa pancarte préférée ne pourrait-elle pas être portée par un enfant? On pense parfois que les vêtements portés par les récits peuvent être vulgaires. Est-ce que ce sont les adultes qui sexualisent les corps avec leur regard, ou est-ce qu'un vêtement veut réellement être vulgaire sur une petite fille ou une jeune fille? Une petite fille qui met une jupe courte n'a rien fait que de s'habiller. C'est notre regard, nos projections, nos éducations qui la sexualisent. Et ça, c'est une violence adultiste et une réalité en enfance. Ces violences sont là encore aggravées pour certaines filles. Les filles racisées, les filles trans, les filles en situation de handicap sont exposées à des violences encore plus intenses, parce qu'elles subissent plusieurs oppressions en même temps. Donc non, les violences de genre ne commencent pas à 18 ans, elles commencent bien plus tôt. Et elles sont d'autant plus graves qu'elles sont souvent niées, banalisées, ignorées sous prétexte que ce sont des enfants. Il est temps de reconnaître que les enfants et les ados subissent déjà des systèmes de genre et qu'on doit les écouter, les croire et les protéger. Pas les juger, les normaliser, les contrôler. Merci beaucoup. Nous allons essayer de finir cette conférence dans 20 minutes. Pas trop empiéter sur l'événement suivant, donc on pourra recueillir quelques questions, mais je vous invite aussi à échanger directement avec les intervenantes après la conférence. La question suivante que je voulais vous partager est plutôt adressée à Sonia et à Lydie, mais bien sûr toutes les personnes qui souhaitent peuvent y répondre aussi. Une des choses qui est très paradoxale avec la domination adulte, c'est que non seulement elle va agir en imposant son système de normes et violences, comme je viens de le voir, mais qu'elle va aussi jouer sur les perceptions autour de l'âge. Sonia, tout à l'heure, quand tu parlais, tu expliquais que de façon extrêmement précoce, notamment tu as pris l'exemple des musées, que les comportements ne vont pas du tout être interprétés de la même façon s'ils sont commis par des enfants blancs, des enfants racisés. Justement, Fatima Wassak parle d'adultisation pour décrire comment est-ce que des jeunes personnes ne pourront pas bénéficier de ce qu'on pourrait appeler un privilège de l'enfance. Autrement dit, on leur accorderait le droit de faire des erreurs, le droit d'avoir des égarements. On dit parfois que l'adolescence est un temps de crise, ce qui est un terme aussi problématique, mais en tout cas, cette crise d'adolescence, l'idée de te déranger est immédiatement interprétée comme une forme de trouble à l'ordre public, comme relevant de la délinquance. Donc, j'aurais bien aimé aussi t'entendre revenir sur cette question de l'adultisation et de comment est-ce que des jeunes personnes dans les quartiers populaires sont privées de leur enfance. Et Lydie, ce que je trouve très intéressant aussi, on avait déjà échangé là-dessus, mais comment est-ce que, à l'inverse, des personnes en situation de handicap, des personnes handi, tout au monde leur dit, quelque part, ne vont jamais être considérées comme pleinement adultes, pleinement autonomes, et on peut toujours utiliser un ton, notamment dans le cadre médical, mais dans d'autres situations, toujours un ton extrêmement infantilisant, extrêmement condescendant. Donc je voulais vous demander comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous luttez contre cette adultisation et contre cette infantilisation. Et bien sûr, c'est aussi une question qui concerne à la fois le féminisme et les luttes LGBTQIA+. Donc si vous voulez réagir aussi, il y aura une autre question après les questions.
Oui, les personnes handicapées, on est considérés comme des éternels enfants. Et en fait, c'est une manifestation du validisme. On appelle ça le validisme gentil. Ça va être justement des personnes qui vont nous aider sur notre consentement, qui vont s'adresser par exemple, à la personne qui nous accompagne, de s'adresser directement à nous. Ça va être aussi le fait d'associer une déficience intellectuelle à d'autres formes de handicap, et quand bien même en fait même si la personne a une déficience intellectuelle, en fait elle est en mesure de comprendre ce que nous lui dites. Enfin c'est l'infantilisation n'est pas du tout justifiée à aucun moment. Et du coup, pourquoi? En fait, c'est parce que, du fait de l'institutionnalisation, de l'inaccessibilité de la société, en fait, on est toujours considéré comme l'autre, donc il n'y a pas de réel vivre ensemble. En fait, quand on fréquente pas, depuis la crèche jusqu'au monde du travail, il y a peu d'espace partagé. Il y a également aussi un manque de représentation des personnes handicapées. Et nous, rapidement, qu'est-ce qu'on fait peut-être avec les Divine? On a une de nos premières campagnes, c'était les bonnes résolutions anti-validistes. Et par exemple, on a j'écoute ce que les personnes handicapées ont à dire. Par exemple, notre expertise, et notamment dans le champ médical, mais même dans d'autres domaines, est rarement pris en compte. Elle est également, je vous ai parlé, je demande l'accord d'une personne handicapée avec de l'aider de se déplacer. Enfin, vraiment, c'est dramatique la scène d'Amélie Poulain avec je me sais avec quelque chose où le personnage principal aide une personne aveugle à se déplacer sans lui demander si cette personne a besoin d'être aidée. Je considère les personnes handicapées dans le champ de la sexualité. Ça, c'est un vrai enjeu aussi. Les personnes handicapées, on est considérés comme des anges asexués. Et pas du tout pas du tout sujet de désir, ou même pas du tout susceptible de susciter du désir. Et par exemple, tout à l'heure on parlait de manque de représentation des luttes anti dans la sphère féministe. Enfin, je vais pas donner de nom, mais il y a une figure féministe qui avait dit qui est la catégorie la plus victime de violences sexuelles, c'est les femmes anti, parce qu'elles sont pas sexy. Enfin, du coup, voilà, il y a vraiment tout ça, et c'est vraiment un lien avec l'infantilisation, en fait. Il y a également, oui, je respecte l'espace personnel des personnes handicapées. C'est vrai qu'on a tendance à être tripoté, je sais pas pourquoi, mais voilà, comme les personnes, par exemple, racisées, on va leur toucher les cheveux, nous c'est pareil, on va nous toucher les joues, on va tester, voir si notre peau est douce ou que sais-je. Et vous pouvez voir sur le site internet ces bonnes résolutions, et c'est vrai qu'il y a plusieurs situations qui sont en lien avec l'infantilisation dont on fait l'objet. Voilà. C'est une question extrêmement complexe, mais tout ce qu'on aborde là, je pense qu'il faudra à chaque question à peu près 5 heures. Et bien tranquillement et aisément. Là, ça c'est dit. Mais effectivement, alors Fatima parle précisément de désenfantisation. C'est-à-dire que dans le rapport social, à un moment donné, quand un enfant est en relation, est un adulte, pour le coup extra-familial, extra-communautaire, parce que la question de la communauté, c'est de ne pas être exposé à cette violence spécifique-là précisément. C'est qu'en fait, on voit d'abord la caractéristique, mais c'est vrai aussi pour les enfants qui ont des développements atypiques, on voit d'abord cette caractéristique avant de voir un enfant. Et en fait, il y a vraiment cet élément-là que c'est ça, c'est un enfant des quartiers, c'est un enfant racisé, c'est un enfant en situation de handicap avant d'être un enfant. Et d'ailleurs, je citais sur votre formule, la formule quand on tente de justement de faire un pas de côté avec la notion d'enfant quand on dit jeune personne, et c'est la question de, par exemple, les enfants des quartiers populaires, on les appelle les jeunes. Et du coup, il n'y a pas de personne derrière, en fait. C'est comme si, peut-être c'est pas des personnes pas. Je me disais symboliquement sur cette violence-là, et par exemple le mot les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui je trouve en soi est violent de réduire les enfants avec cette catégorie les jeunes de banlieue. Par rapport à cette question du rapport à la question de la protection de l'enfant et l'âge, immédiatement quand
dont tu as parlé, et j'ai pensé à Ziad Ettouna, par exemple, typiquement, et toutes ces questions de la violence institutionnelle et policière à l'égard de ces enfants, c'est-à-dire, et là récemment d'ailleurs, il y a eu le défenseur des droits qui a fait une enquête sur la question des contrôles dans l'espace public, et donc il faut savoir qu'il y a des enfants dans les quartiers qui n'ont pas encore atteint 18 ans, et qui ont des amendes. Et il y a des gamins qui, avant même d'avoir fini leurs études et avant même de pouvoir travailler et d'être eux-mêmes autonomes et solvables sur le plan financier, se retrouvent avec des 5 000, 10 000, 15 000 euros d'amende, simplement parce que, en tant que noirs ou arabes, ou enfin, gamins des quartiers d'une manière générale, interpellés par la police, embêtés. Enfin, c'est vraiment la terminologie utilisée, c'est vraiment que, en fait, c'est du harcèlement, et c'est du harcèlement de rue. Et là aussi, du coup, je voulais, c'est pas répondre tellement sur que la question de l'âge. Donc vraiment, voilà, c'est dire les enfants des quartiers populaires sont vraiment exposés à des adultes qu'on donne des amendes en fait. Et donc en plus de cette violence-là, c'est que vraiment, c'est des enfants qui déjà appartiennent à des couches populaires donc précaires, hein, le plus souvent. Donc en fait, ils commencent avec une ardoise négative dans la vie, quoi. Enfin, c'est quand même ce harcèlement administratif, il est quand même à doter. C'était sur la question, effectivement, alors la question de la domination, c'est la question de la norme, et toutes ces normes-là s'articulent, se cumulent, et qu'effectivement, tout ce qu'on décrit là, c'est un point commun, c'est que vraiment, c'est parce qu'on est aussi dans une matrice capitaliste, il faut le dire, d'une société productiviste, qui veut des gens dociles, qui veut des gens performants, productifs, et que voilà. Et à partir du moment où les enfants ne rentrent pas dans cette norme-là, en fait, cela peut justifier des traitements où, alors c'est Sid Barkat qui a écrit ça, mais la notion de corps d'exception. C'est-à-dire que ces corps d'exception qui ne rentrent pas dans cette norme respectable, légitime, qui donne l'idée que, voilà, ça va aider les générations futures, gagnantes, quoi. Enfin, et bien en fait, c'est des corps d'exception qui non seulement n'appellent pas la protection, mais plus que ça, méritent ou en tout cas laisse indifférent quand il y a des atteintes à leur intégrité, à leurs droits et enfin même voilà à leur intégrité physique. Et donc cette notion de corps d'exception, je pense qu'elle est très importante. C'est que c'est pas des enfants parce qu'en fait ils appartiennent à des catégories qui sont dévalorisées sur le plan de leur de leur importance, de leur humanité même. C'est-à-dire que moi je suis au front de mer depuis quelques années et c'est ma trajectoire professionnelle parce que je suis dans le monde du soin et j'ai vu aussi et entendu des choses où effectivement certains enfants, parce que assignés à ces catégories, sont parlés en des termes pas enfants, mais des fois même pas humains. C'est-à-dire les parallèles, c'est la zoologie, quoi. Enfin, à un moment donné, faut aussi se penser ça et c'est Samar Karaki qui a parlé de cette question de l'empathie. On voit bien que du coup il y a toute une matrice aussi idéologique qui accompagne cette catégorisation des corps et la place qu'on leur donne sur l'importance qu'ont ces corps et que du coup l'empathie ça a quelque chose de politique et qu'effectivement des enfants qu'on harcèle dans la rue ou des enfants qu'on maltraite dans le huis clos des hôpitaux ou qu'on humilie dans le huis clos de la classe ou autre, et c'est des choses où en fait c'est pas vu, c'est invisibilisé, c'est silencié et peut-être même des fois quand on le sait, on lâche pas tellement. Et il faut savoir, et juste sur cette question de l'âge aussi, en fait, il y a à la fois dans les quartiers populaires, les enfants sont désenfantisés, mais les parents ne sont pas considérés comme des adultes. J'ai parlé tout à l'heure s'il y a des Bouna et du fait que parce qu'ils ont 13 et 15 ans, qu'ils voient des policiers que du coup ils s'enfuient, ils ont peur, ils se réfugient et qui sont électrocutés. Bon voilà, ça c'est une exposition à des risques en fait. Normalement, l'enfant, il est insouciant, il joue dans la rue, il n'a pas à se préoccuper, là, ils savent qu'ils sont exposés à quelque chose. Mais donc, Ziad Boumana 2005, il y a quand même Naël assassiné en 2023. Et là, directement, qu'est-ce qu'on met en jeu dans le discours politique et médiatique derrière ça? En fait, c'est l'incompétence des parents. Ça a été la même chose en 2005. Alors, on n'a pas parlé des mères seules parce que là, ce qui était visé, c'était les mères isolées, considérant qu'elles n'étaient pas en capacité, en gros, de tenir leurs enfants, etc. C'était il n'y a pas du tout lecture d'effectivement, c'était des ados, hein. C'était des ados qui étaient dans la rue, mais cette révolte-là, elle n'a pas été lue avec une grille sociale politique, mais bien comme
l'oisiveté du mois de juin parce que le collège est fermé, et puis voilà, en fait, c'est un truc à tapis comme ça. Et là, on voit bien que c'est tout un discours aussi sur ces enfants qui est vraiment un discours colonial, en fait. Où voilà, enfin, ils sont considérés comme des sauvages, etc. Enfin, on a connu et suivi toutes ces rhétoriques. Et donc, on a eu en 2005 une explication autour des émeutes sur la question de si ces enfants finalement étaient dans la rue et qui traînaient, les indésirables, il faut pas qu'ils soient trop visibles et qu'ils traînent trop dans la rue, etc. parce que ça représente un trouble à l'ordre public. En fait, une des causes qui avait été soulevée, c'était le fait que c'est des enfants polygames. Je sais que tout le monde se souvient pas forcément de ce truc-là. Et si, ça a été parlé par des responsables politiques. Les enfants, en 2005, c'était pas en réaction à la mort de Ziad Bouna, mais parce que leurs parents, sont polygames, sous-entendés, négligents, pas suffisants, démissionnaires, etc. Enfin bon, voilà. Et puis donc, on a eu la figure de la mère seule, qui ne pouvait pas s'occuper de ses enfants, qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, et qui du coup, ça a donné les violences, que ce n'est pas du tout une colère, suite à la mort de l'un d'entre eux, mais bien quelque chose où on infantilise les parents, et ça, donc ça a été dans des gros discours médiatiques, mais ça aussi au quotidien, dans les rapports sociaux, là aussi, on voit quand il y a des parents immigrés face à l'école, face à l'hôpital, dès qu'il y a un rapport de pouvoir en fait, on voit bien que les personnes sont écrasées, rabaissées, et que du coup ça devient difficile aussi pour elles, en tant que parents, de protéger leurs enfants, parce qu'il y a encore une fois un rapport de domination qui est extrêmement faisant. Et donc, quand bien même ces parents, veulent défendre et veulent, il y a vraiment une nécessité de faire collectif, pouvoir même redire la valeur et l'égale valeur de la vie de ces enfants, face à cet ordre. Et encore une fois, c'est un ordre capitaliste, colonial, suprémaciste, sexiste, tout ce qu'on veut. Et juste un dernier élément, et là, donc c'est pas la question de l'âge, mais la question du genre. Sur cette question de la domination des enfants, justement, dans les quartiers populaires, les garçons, il y a une sorte d'inversion de répression de genre. Alors, bien sûr qu'il y a du sexisme et que les filles, dans leur rapport à leur corps et justement à l'autodétermination, c'est compliqué, et qu'il y a vraiment cette question de les garçons racisés sont vraiment perçus comme, et ça a été documenté, écrit, un peu comme l'ennemi de l'intérieur dangereux, où il y a une sorte de concurrence un peu patriarcale, Et vraiment, les garçons on cherche à domestiquer beaucoup plus et beaucoup plus tôt, et voire à criminaliser. Il y a vraiment une aversion en fait de la question du genre de manière spécifique, dès lors que c'est la question que ça se croise avec la question coloniale. Et ça date pas d'aujourd'hui. Je parle pas du voile, on n'a pas le temps, mais voilà, là aussi la question du voile, etc. Ça renvoie vraiment à ce continuum colonial. Si Flo, Loé ou Laura, je voulais dire deux phrases. Alors, en deux phrases, l'infantilisation qui se maintient à l'âge adulte, c'est aussi le fait de ne pas admettre que des victimes puissent parler, y compris à l'âge adulte. Et on voit bien que nous, en tant qu'ancien enfant, ancienne victime, notre parole vaut moins que celle des parents ou celle des médecins. Et ça, je trouve que c'est bien fou, parce que c'est nous qui avons vécu dans notre chair ce qui se passe en études d'expertise vécue, et pour des choses qui sont faites soi-disant pour notre bien. Donc c'est nous après qui donnons normalement l'évaluation de savoir si c'était vraiment bien. Et je trouve que c'est vraiment important de le dire. En fait, la plupart des victimes, c'est quelque chose qui est général. Les victimes d'inceste, par exemple, c'est pareil. On les écoute pas. Elles sont irrationnelles. Elles sont encore enfants. On reste bloqué dans la perception que les pouvoirs publics, les médias ont. On reste bloqué finalement à l'âge auquel ces choses-là doivent arriver. Quelqu'un qui raconte quelque chose qui lui arrive à 6 ans, c'est comme si la personne avait encore 6 ans. On va la traiter comme si elle avait encore 6 ans, quoi. Et ça, je pense que c'est quand même un truc assez marqué, quoi, de la nomination adulte, de réinfantiliser les victimes de violences infantiles, quoi. Très court. Pour terminer, moi je dirais que globalement j'ai la sensation que les adultes infantilisent les enfants et les jeunes personnes quand ça les s'arrange, et quand également ça les arrange finalement. Donc en fait on se rend bien compte que c'est l'adulte qui fait comme ça lui chante en fonction de ce qu'il arrange.
je terminerai sur ça. On est censé évacuer la salle dans 2 minutes. Donc, pour faire des choses en douceur, si vous voulez, on peut prendre quelques questions. Et si vous rêvez préparer en 2 phrases pour qu'il y ait un minimum de questions. Ensuite, n'hésitez pas à échanger avec les intervenantes. Mais voilà, si on peut prendre, si vous voulez, on peut prendre 3 ou 4 questions. J'ai peut-être pas tout à fait compris sur votre intervention. Moi, je suis enseignante dans une école publique. Globalement, j'ai le sentiment que le sexisme dans l'école l'emporte sur tout. Si on oppose une fille, moi j'ai eu le cas d'un enfant par exemple qui ne peut ni s'identifier fille ni garçon, les seules personnes qui ont réagi c'est les garçons. Dans l'école, si je prenais le temps de comptabiliser le temps de parole des garçons, même s'ils essayent de quitter contre ça, leur temps de parole est 3 fois supérieur à celui des filles, alors que les 5 d'archivement de la classe et 10 filles. Leur espace, leur déplacement, et sur toutes les questions, c'est-à-dire si un enfant va parler de handicap, les seuls qui vont réagir parfois négativement vont être les garçons. Si on parle d'homosexualité, d'homoparentalité, les garçons peuvent avoir plus de choses à dire. Nous, travaillons YouTube, par exemple, quand vous parlez des jeux vidéo, les élèves de la classe, oui, pour je joue avec ma sœur, avec mon frère, ça peut être avec ma tante, etc. Les seules personnes qui réagissent sont les garçons. Moi, j'ai le sentiment que, étant donné qu'il y a eu les combats féministes, les jeunes filles, comme on leur parle beaucoup de leurs droits, eh bien, elles ont réussi, en fait, à s'emparer de ça et se défendre que, bah oui, j'ai le droit de jouer à ça, oui, non, c'est pas un jeu de garçon, non. Les garçons, comme il n'y a pas eu, à l'inverse, de combat que des parents, hommes, des hommes, en fait, pour dire, bah, nous, on a plus envie d'être à la maison, on a la masculinité toxique, c'est non. Comme il n'y a pas ce genre de choses, bah, finalement, nos élèves garçons n'ont aucune image, n'y est pas, en fait, dans ce sens. Donc, quand bien même ils voudraient jouer à la poupée, etc., et au fond d'eux, ça serait tard qu'ils l'ont fait petit, donc nous, on va leur dire, c'est une normalité, ils ont tellement peur de le regard des garçons. Donc moi, j'ai l'impression que les féministes vont porter leurs fruits pour les filles qui, aujourd'hui, se défendent. Les garçons, non. Et finalement, il y a quelque chose dans la société qui leur donne une force qui est écrasante, en fait, sur les filles. Et c'est terrible, et à tous les niveaux. Enfin, dans toutes les intersectionnalités, je veux dire, les filles vont prendre la parole sur tous les sujets aujourd'hui, ce sera toujours les garçons qui vont réagir à ça. Donc il y a une espèce de lutte à être soi-même, à assumer, à respecter. C'est très difficile en tant qu'enseignant d'éduquer, d'expliquer sans en plus imposer quelque chose et dire. Moi j'ai un élève, à un moment, c'est un travail sur les clichés, est-ce que c'est mix, est-ce que c'est plutôt fille, est-ce que c'est plutôt garçon. J'ai même un élève qui n'osait pas expliquer pourquoi pour lui c'était quelque chose de garçon, ce qu'il a dit. Tu vas pas errer ce que je vais dire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 autres interventions? Et n'hésitez pas, bref, pour autant que possible. Merci d'avance. Est-ce que vous m'entendez là? Ok. Moi, comme la discussion, du coup, elle portait sur les violences spécifiques que subissent certains enfants, de ce que j'ai compris, bah, j'en profite pour donner la visibilité, parce que ça n'a pas été évoqué, aux mineurs isolés de Belleville, qui sont donc des mineurs exilés, qui ont occupé pendant plusieurs mois un bâtiment culturel à Paris pour avoir accès au logement, et au logement, à l'école, au transport, et qu'au droit de l'enfant de base. Et la mairie Paris, n'est pas à la minorité. La police a menti, a falsifié leur date de naissance. Et donc, aujourd'hui, ils sont traqués par la police dans la rue à Paris. Et donc, eux, il y a créé aussi l'enfant spécifique à qui revenit l'accès aux droits des enfants. Voilà. Et aussi à des mères c'est pour un collectif qui s'appelle Combat pour l'hébergement 93, collectif pour l'hébergement 93, qui se sont fait expulser récemment par Gilas qu'elles ont tenté d'occuper. Et maintenant, elles sont au bord d'un canal dans le 93 à la Balsonnée. Elles organisent un goûter à 16h, te remercie jamais. Et elles sont avec une quinzaine d'enfants aussi. Et pareil, la mairie refuse
leur refuse un accès au logement, il n'y a pas d'hébergement social et réel. Et donc il y a aussi, enfin voilà, je voulais juste visibiliser ça. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Du coup, pour les mères du 93, aujourd'hui sur le festival, vous trouverez une cagnotte disponible. Alors, je sais plus où elle est exactement. Temps d'enfance, voilà. Donc n'hésitez pas, ça a été très bien exposé par toi, donc voilà. Merci beaucoup. Et merci pour Est-ce votre que- présence aujourd'hui. Paul, là. Et juste, du coup, moi aussi rebondir sur cet élément-là et cette idée que tous les enfants à travers le monde, et tu l'as très bien dit en introduction, n'ont pas la même attention. Et c'est la même importance aux yeux, mais encore une fois, hein, d'un monde qui est ancré dans une vision, voilà, malheureusement impérialiste, où la vie des enfants est aussi hiérarchisée comme celle des adultes. Donc effectivement, je pensais notamment, par exemple, aux enfants à Mayotte, aux enfants dans les Outre-mer, où c'est innommable en fait les inégalités territoriales qui sont organisées, qui sont organisées. En fait, non, elles sont pas organisées. C'est justement un manque d'organisation et de fonds publics à hauteur des besoins et en égalité. Donc vraiment, non, effectivement, par exemple, on avait suite aidez-moi au cyclone, en fait, on avait tenté de soutenir ça parce qu'effectivement, on se rend bien compte qu'il est nécessaire, et c'est vrai pour les jeunes de Belleville, c'est vrai pour voilà tous ces enfants-là, essayer d'ouvrir un peu notre horizon, c'est-à-dire que cette préoccupation, parce que c'était une des questions qu'on a pu dire, mais est-ce qu'il y a un infantisme intersectionnel? Et je pense en fait, il faut que l'infantisme soit enfantiste complètement, et du coup essayer de réduire tous les angles morts et de se dire que voilà, c'est une société qui fait place à tous les enfants, et donc interroger tous ces rapports de domination pour que les enfants aient tous le même statut, voilà, d'être à protéger. Et donc évidemment, je ne pouvais pas non plus, en parlant aux enfants de Mayotte, voilà, aussi parler de notamment une cagnotte qui s'appelle Éducation pour Gaza, for Gaza. Ça s'écrit avec un 4 en anglais. Et voilà, je vous invite à aller via les réseaux sociaux soutenir, parce que là aussi, 20 000 enfants tués à Gaza, c'est quelque chose avec lequel il faut pas s'habituer. On peut pas pendant un génocide comme ça se dire que non, c'est les enfants qui sont loin et qui ont compte tenu de l'ordre mondial moins d'importance que les nôtres. C'est pas possible, il faut qu'on se mobilise. Donc Éducation for Gaza, il y a tout un tas d'associations vraiment qui aident des gens sur place à leur maintenir une vie d'enfant, les éduquer. En fait, c'est monter des tentes, c'est les parents palestiniens qui ont monté des tentes et qui continuent avec les instituts sur place, mais aussi à travers le monde, à offrir une vie d'enfant aux enfants gazaouis. Voilà. Merci beaucoup. Merci de Douka pour tous ces échanges. Maintenant, nous allons laisser place au ciné-débat avec Gaël Simonet, et invité par Lucie du collectif Francis. Merci. Petits des internautes.